Très important de rappeler que le train, c'est un endroit où vous pouvez rêver, mais où vous faites aussi des cauchemars. C'est un endroit où vous avez une fenêtre, où vous regardez dehors. Dans le TGV, vous n'avez pas du tout cette jouissance du train, vous avez perdu ce rapport au paysage. Le train n'est plus ce qu'il était. Avec l'imminente disparition du monopole de ce grand service public, la SNCF est en pleine mutation. Mais la connaissons-nous vraiment, la SNCF qui a fêté ses 80 ans? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Les questions fusent dans l'ordre ou dans le désordre. Ce mythe SNCF, qui était une belle et grande entreprise à l'époque, est en train de se délabrer. La direction de l'entreprise fait tout pour couper cette entreprise en plusieurs parties et ne plus la rendre justement mythique. Mais aujourd'hui, on est à 51 milliards d'endettement. Ça veut dire que quand on aborde un 1er janvier, chaque année, on sait qu'on va donner 1,5 milliard aux financiers. 1,5 milliard aux financiers. Le mythe SNCF, mais ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Et quand je dis le mythe SNCF, je ne dis pas la SNCF, puisque la SNCF est une entreprise qui n'existe plus. La SNCF n'existe plus? Première surprise en ce début de voyage. Une récente loi le stipule, dorénavant, la SNCF a fait place à une entreprise baptisée SNCF. Comme on dirait Célio, Salsa, Etam, Promode, Six. D'ailleurs, les voyageurs qu'au fil du temps on a appelés usagers sont dorénavant dénommés clients. Les mots ont un sens qui fait glisser d'un monde à l'autre. Mais alors, les gares sont-elles encore des gares? Où va ce service public à la française? Toujours vécue comme le patrimoine des Français, la SNCF est un rêve collectif, celui d'un grand service public. Voguent les souvenirs. La SNCF, c'est la France et une mémoire commune. On y célébrerait un art de vivre portant haut le génie français tout en dévoilant vite ses limites. La dette de la SNCF n'a jamais cessé de se creuser. Les chemins de fer sont nationalisés le 1er janvier 1938 pour déjà mettre fin à la ruine du privé. Nationalisation incarnée par la figure héroïque du cheminot, harassé mais fier de ses missions, œuvrant pour le bien de tous. On dit souvent que la SNCF est un État dans l'État. En tout cas, l'entreprise soigne sa communication comme n'importe quel gouvernement le fait. Pour gérer une image que d'aucuns jugent opaque. Opaque? Mais pas du tout. Donc l'enjeu général, en fait, c'est de montrer que l'espace est très ouvert, très fluide, et que dès que vous arrivez dans le siège, vous avez énormément d'éléments d'information qui disent la SNCF d'aujourd'hui. Alors par exemple, vous avez ce dashboard qui vous donne pas mal d'éléments d'information au quotidien sur l'activité du groupe. Fréquentation des gares. Ah mais ça change toutes les secondes. Retard cumulé en ce moment, 36 heures et 4 minutes. Note d'opinion, ponctualité, 3,9 sur 10. La fraude, 407 000 € et des poussières. Et il n'est que 11 heures du matin. Et donc c'est une transparence tout azimut d'une certaine manière à la fois sur les informations et sur l'organisation de l'espace. Alors si vous arrivez ici, au niveau de l'entrée, vous verrez que vous avez aussi une part de l'histoire et de l'avenir de la SNCF. L'histoire, c'est évidemment les trains qui sont exposés ici.
La SNCF est en pleine mutation. On ne parle plus seulement train, mais mobilité. On évoque une révolution numérique. On revendique une ouverture sur l'international. Les Français voient la SNCF comme le train. Or, aujourd'hui, la SNCF, ce n'est pas que du train, puisque c'est toutes les mobilités possibles, pourvu qu'elles soient écologiques, en sécurité et peu chères. Et comme ça, la SNCF opère du parking, du vélo, des trams, des bus, toutes les formes de train et dessert même les aéroports. La SNCF d'aujourd'hui, où est-elle? Ici? Ou là? Ici et là. Dans ce labyrinthe, on a souvent l'impression que des mondes cohabitent, et cela depuis des décennies, sans appartenir tout à fait au même univers. L'école blanc et l'école bleue parlent-ils le même langage? Et l'ont-ils jamais parlé? C'est une histoire qui vient de loin. Le chemin de fer a été créé initialement pour transporter le charbon, permettre la révolution industrielle. C'était même pas fait pour les voyageurs. Ce sont les voyageurs qui se sont imposés. Ils étaient inattendus, les voyageurs. Mais George Stephenson, le créateur des chemins de fer modernes en 1835 au Royaume-Uni, dit « Les voyageurs, ils voyageront à la vitesse du charbon ». On ne voyait pas l'avantage de transporter des voyageurs. Il y avait des relais postaux très bien organisés, il y avait des diligences, ça suffisait. À l'époque, le rail est déjà endetté. Le chemin de fer semble condamné à mort. Trop cher, trop compliqué. Et puis, ces cheminots qui, certes, ont la vie dure, sont quand même incontrôlables. Les actionnaires de ces entreprises privées se désespèrent. Transporter du charbon, gérer les trains pour le plus grand nombre, on cherche des idées. Aller plus vite, plus loin, conquérir les voyageurs fortunés. Mais la dette enfle, c'est ingérable. Aussi, le 1er janvier 1938, l'État reprend la dette et nationalise le chemin de fer qui devient le bien de tous les Français payés par leur impôt. Douce France, je chante soir et matin. Les classes populaires accèdent aux congés payés et c'est grâce au train qu'ils peuvent enfin découvrir la mer. Mais un an plus tard, tout tombe par terre, c'est la guerre. Le réseau est détruit. Faut-il recommencer quasiment à zéro ou plutôt privilégier la route? La décision est prise en plein chaos et en urgence. Le chemin de fer sera le point d'orgue de la reconstruction nationale. La puissance collective est à l'ouvrage. Chacun à sa place, avec souvent des moyens d'un autre âge, va reconstruire, non sans acharnement, le réseau tout entier. C'est une épopée qui fonde le mythe cheminot. La solidarité est alors puissamment à l'œuvre. Le syndicalisme monte en puissance. On voit très très bien ce qui se met en place au moment, effectivement, de l'après-guerre. C'est un système où vous avez d'un côté les gaullistes qui prennent en main l'administration, de l'autre côté vous avez les communistes qui prennent en main les infrastructures. N'oubliez jamais que la résistance, elle se fait à travers le train et que la question du train est fondamentale et explique aussi le statut, enfin la place du cheminot dans l'imaginaire français. La figure du cheminot est contradictoire. Il est tantôt craint et tantôt magnifié. Le syndicalisme va trouver un terreau fertile pour mener des luttes parfois très âpres. Ces cheminots décidaient la grève. Les trains du midi cessaient tout trafic et des milliers de voyageurs se voyaient tout d'un coup en plein voyage stoppés sur un quai de gare. Déjà, le public est ambivalent et souvent revendicatif. Si le train était plus rapide, Plus rapide? Mais rendez-vous compte, cher monsieur, que le train vous conduit de Paris au Havre en 2h13, de Paris à Lille en 2h40. À partir des années 50, remise sur les rails, l'entreprise survit. Mais dans les années qui suivent, s'en souvient-on, la concurrence déjà sévit. Ce n'est pas encore l'Europe, le danger potentiel et la fin possible du monopole.
ce sont les voitures et les avions franco-français qui menacent le train national. La SNCF doit se renouveler sans cesse si elle veut survivre. La grande affaire, ce serait la vitesse. Aller toujours plus vite, plus loin. On atteint 240 km à l'heure. Le record de 1954 est battu. Fin des années 60. Le train était condamné dans l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que ce vieux machin ? Peut-être d'ailleurs que sociologiquement, les cheminots y contribuaient, ça c'est possible, mais on pensait que des solutions nouvelles de rupture, comme l'aérotrain, comme l'avion à décollage court, pouvaient être des concurrents. La France se couvrait d'autoroutes aussi, donc vraiment, il y avait d'aucuns se posaient la question du train, notamment de voyageurs. Et pourtant, la SNCF ne se rend pas et retrouve le goût de l'épopée. Il faut un grand geste refondateur. Après des décennies d'études, en 1981, l'entreprise publique aurait trouvé le remède à la crise. Pour sauver le rail, elle mise tout sur le TGV. Trop peut-être. C'est bien, on va rouler à 260, 270 cette fois-ci. À la marche aller. Et puis au retour, si c'est bon, un peu plus. Effectivement, j'ai eu la chance d'être désigné comme patron de ce projet. Le poste VR au sol a mesuré 16 kN au maximum. Le nombre de fois où on m'a dit ton truc il marchera pas, c'est pas possible de croiser deux rames à 260 à l'heure parce que le vent va être trop fort, enfin n'importe quoi. Nous avons atteint 100 mètres secondes. TGV opérateur essai. 372 km/h. 373. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 80. Malgré le succès du TGV, et cela peut paraître incroyable, se repose la question lancinante, la SNCF va-t-elle mourir ? Il y a parmi les analystes des transports des gens qui disent que ça a été un des grands doutes des années 90, qui disent que l'ère du train était passée. Après tout, il y a des modes de transport qui ont disparu. Diligence. Bon. Et que le train n'était plus adapté, c'était un monstre trop coûteux, trop lourd, qui fonctionnait bien quand nous produisions des biens d'industrie lourde, bon, voilà. Et que maintenant, la route a suppléé tout ça et que le taux de motorisation des ménages satisfaisait très largement à nos besoins de déplacement dans des conditions beaucoup plus souples et beaucoup moins coûteuses. C'est une question qui s'est posée. Pour vous donner un chiffre, 1 km de TGV, 1 km de voie là, un seul kilomètre, on vient d'ailleurs de le faire, sans doute 1 km pendant que je parlais, on est à 300 km/h, 1 km de voie, ça coûte 10 millions d'euros. Si on prend une ligne qui existe à la campagne ou en ville, et qu'on se dit on la remet complètement à neuf, le même kilomètre, il coûte 1 million d'euros. Donc ça vous donne une idée de ce qu'est le vrai prix de la grande vitesse. Donc moi je sais ce qu'on doit nous au TGV, mais en même temps, pour l'avenir du réseau ferroviaire français, on ne peut pas sérieusement dire on va mettre des TGV partout, il y aura des TGV qui vont couvrir toute la France. Ça, c'est pas vrai. Le 12 juillet 2013, une tragédie avait retenti comme un cri d'alarme, mettant en évidence l'urgence de consacrer plus de moyens aux voies secondaires. Et c'est sans doute une défaillance qui est à l'origine du déraillement, c'est l'information du soir. Une pièce d'aiguillage aurait sauté, le débat sur la vétusté du réseau est relancé. Le Paris-Limoges a déraillé en pleine gare de Brétigny-sur-Orge, faisant 7 morts et 70 blessés. La cause, l'usure d'une pièce métallique servant à raccorder les rails.
La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays. Une vérité s'impose. Le TGV a absorbé trop d'investissements, les autres lignes ont été négligées. Couverte de dettes, la SNCF a-t-elle les moyens de restaurer et d'améliorer tout le réseau en continuant à jouer son rôle de service public ? Il est vrai que le chemin de fer, comme la justice, la santé ou l'éducation, est un service public. Quand on inaugure un lycée, on ne parle pas en termes de rentabilité, du moins jusqu'à présent. Pour un hôpital, peut-être un peu moins, mais pour le chemin de fer devrait, pour moi, s'inscrire dans cette logique. Seulement, il est vrai, par exemple, que des pays comme la Suisse acceptent pour leur réseau un déficit abyssal. Ça fait partie, finalement, des charges publiques. À la SNCF, il y a de nombreux hommes de l'ombre, des stratèges. David Azema y a passé plusieurs années, très proche de la présidence. Il est maintenant banquier à Londres. Depuis la création de la SNCF, le système ferroviaire français ne trouve pas son équilibre. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est une nouveauté et les gens regardent la situation du secteur ferroviaire en se disant « oulala, la dette s'accroît de manière exponentielle, le système n'est pas bouclé, il n'est pas financier, qu'est-ce qu'il faut faire ?» En fait, la question, elle se posait déjà en 1937. En 1937, le délabrement est visible. Rentabilité, fermeture de lignes, on est surpris de constater que le débat n'a de cesse de décennie en décennie. Dans de petites villes de province, le nombre de trains est réduit à 1 par semaine. Pour diminuer les frais, on crée les trains marchandises voyageurs. Quelles sont longues ces attentes dans les gares lorsque la locomotive du train manœuvre quelques wagons de marchandises. « 60 ans plus tard, sur certaines lignes secondaires, un délabrement est toujours perceptible. Ces images tournées en 1999 révèlent la fragilité de certaines lignes promises à un destin bien aléatoire. Ces Don Quichotte d'un autre âge sont le reflet étonnant de cette fin de siècle, où l'on peut rallier Paris à Londres en moins de 3 heures grâce au TGV, pendant qu'en Auvergne, des hommes travaillent avec de simples bâtons de bois pour faire circuler les trains en toute sécurité. Un train de nuit Paris-Aurillac vient d'être supprimé aux grandes dames des usagers. Mais il n'était que 8 chaque nuit à l'utiliser. Le lit de chacun coûtait à la collectivité plus cher que le plus cher des grands palaces. La hantise de la SNCF, c'est de voir circuler des trains vides. Un passager sur le TER paye en gros, en moyenne, 25% du coût réel de la production du TER. Alors c'est en moyenne, hein, c'est variable suivant les régions, mais en moyenne c'est ça. Les 3/4 du coût du billet sont donc pris en charge par la SNCF et les régions, et donc par les citoyens avec leurs impôts. Alors on inaugure des gares sans personnel. On réduit les frais. Filiale de la SNCF, le remède pour de la mobilité sans train, ce serait notamment le covoiturage et surtout le bus. Bus Keolis, filiale SNCF, qui n'enthousiasme pas tout le monde. Quand vous faites du Paris-Bordeaux direct, c'est indéniablement du commercial, c'est-à-dire que cette ligne est rentable. Et vous allez remplir vos trains, et donc vous allez sortir une rentabilité satisfaisante. Quand vous faites arrêter ce TGV à Châtellerault, à Poitiers, à ce moment-là, elle est plus rentable. Et à ce moment-là, on tombe dans le service public. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Je pense qu'il faut la faire. Mais là, on est dans le service public. Donc, en gros, la réponse, c'est on fait à la fois du commercial et du service public. Peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est comment bien identifier et bien singulariser et mettre en avant ce qui relève du service public et ce qui relève du commercial. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu mélangé. Mais sonnez tambours et trompettes. On a été plus vite, plus loin.
Bordeaux l'a eu, sa LGV. Nous sommes le 1er juillet 2017. D'autres villes, de Bergerac à Sarlat, ne l'auront pas et manifestent leur désarroi. Et il n'y aura pas de petit four pour ces élus locaux. La question, au fond, était tout le monde, oui, mais tout le monde n'en avait pas un égal besoin. Le TGV, c'est d'abord fait pour faire du transport à longue distance de beaucoup de gens. On ne fait pas une ligne TGV pour transporter 500 personnes par jour. Ça n'a pas de sens économique. Un jour, je recevais quelqu'un que j'avais rencontré dans le fin fond de la Colombie, qui était un Indien Kogi. Et je l'emmenais pour une conférence et nous passions sur une autoroute de tunnel en tunnel. Et il me demandait pourquoi on avait creusé la montagne qui, chez eux, est une montagne sacrée. Je lui disais, pour aller plus vite. Et pour aller où plus vite? Pour aller plus loin, plus vite. Et il m'a posé cette question, il m'a dit, jusqu'où vous voulez aller plus vite, plus loin? Donc c'est une question qu'on pourra peut-être méditer ensemble. Je ne sais pas si ça peut être une clé d'entrée pour les doléances qui ne nous ont pas échappé à Madame la Ministre et à moi-même, mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, être capable de répondre à cette question. Le TGV est à bout de souffle. Le TGV, on a voulu donner l'impression début juillet qu'il était à son apogée. Regardez, on ouvre encore des tronçons, à préciser, là, comme on l'a dit tout à l'heure. En même temps, le TGV, en France, il est arrivé à son terme, d'une certaine manière. Le même jour, à Rennes, la grand-messe médiatique se termine avec l'apparition du premier des Français. Il a un message à délivrer. C'est la fin du tout TGV. Il faut sauver la SNCF. Malgré les apparences, la fête est finie. Il ajoute, le modèle sur lequel on a vécu, le mythe de la SNCF, n'est pas celui sur lequel on construira la SNCF du XXIe siècle. Mais finalement, c'est quoi ce mythe SNCF qui empêcherait toute réforme? On a évoqué la résistance, la solidarité. Sans doute, la réponse est multiple. Mais l'hommage appuyé à un prolétariat maître de la vapeur est un début de réponse. Le matin, quand vous prenez votre voiture, vous mettez la clé de contact et vous espérez que ça démarre. Une locomotive dit très bien, dans 8 heures, je suis prêt. Parce qu'il faut nettoyer, il faut monter la pression, il faut la préparer. Donc il y a des milliers d'hommes qui sont là, qui ont des locomotives qui préparent. Et la locomotive vient, elle attend le train, elle est là 2 minutes avant. On change de train, de locomotive. Vous vous en apercevez pas, vous êtes dans votre voiture. 2 minutes d'arrêt, 2 minutes d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on change la locomotive. Et le train repart. Et pour aller de Paris à Marseille, il vous fallait 7 ou 8 locomotives. L'Orient Express, pour aller de Paris jusqu'à Istanbul, il demandait 58 à 60 locomotives. Voilà. Donc Saint-Pierre-des-Corps, nous rendons hommage aux locomotives, à ce qu'on appelait les ramougnards, les gratteurs de tubes, tous ces hommes noirs qui étaient là tôt le matin, la nuit, et faisaient les 3-8 et qui préparaient les locomotives. Alors pourquoi Saint-Pierre-des-Corps et pas Tours? Parce que les locomotives, ça sent mauvais. Les cheminots sont des gens qui ont des mauvaises idées sur le plan social et politique. Donc on préférait qu'ils soient dans une campagne un peu loin de la ville. Et très souvent, il n'y avait pas de ville du tout, comme La Roche-Migène ou Pulmont-Chalindré. Pour comprendre de quoi le mythe SNCF est fait, il faudrait donc fatalement parler au passé. Le monde des cheminots était singulier, comme l'était celui des mineurs ou des sidérurgistes. La cité cheminote en était l'expression. Mais de ce monde, il ne reste pas grand-chose. Un paradis perdu. L'esprit des Lumières soufflait sur la cité cheminote. On baptisait les rues de noms de peintres et de philosophes. Culture, utopie, solidarité, hygiénisme, conscience de classe. Ternier, près d'un grand centre d'aiguillage en Picardie, comptait 4000 habitants, tous cheminots. Mais où sont-ils donc passés? Et en bas de chez nous, il y avait le dépôt vapeur, donc, le fameux dépôt vapeur, donc, qui se trouve là à 2 pas. Et on voyait les mécanos chauffeurs remonter du dépôt.
Il y avait juste l'endroit de leurs lunettes, vous savez? Parce qu'ils avaient des lunettes avec... qui étaient noires. Ah, c'est des gars qui n'ont pas vu, vous savez, parce que... Oui, moi, mon père l'a fait pendant plusieurs années. Ah, oui, il a fini sur l'électrique. Il a fini, oui, ces dernières années sur l'électrique. Sur les bébés. Mais sinon, il partait comme ça, c'était la caisse de bois avec le sac de couchage et tout, la gamelle. Ouais, des couchés dans les dépôts. Ah ouais. Pendant plusieurs jours. Ah oui. On vivait en autarcie, on avait tout sur place. On avait dispensaire, on avait médecin, on avait la garderie. Chaque logement était équipé d'un poulailler et de clapiers. Poulailler pour faire poule, canard et ceci, et clapier pour faire lapin. Le soir, on allait couper l'herbe, vous savez, faucher l'herbe. Et puis les anciens faisaient beaucoup de jardin surtout. Ils faisaient leurs légumes pour l'hiver, la pomme de terre, les carottes et tout ça. Voilà. C'était le monde SNCF, c'est notre jeunesse à nous. Les très riches heures de Ternier, la cité cheminote, étaient portées par son centre d'aiguillage, qui progressivement a été fermé. C'est par là que transitaient de nombreux trains de marchandises. Il n'y en a quasiment plus. Dans la vie politique, surtout dans le secteur public, il y a des incantations classiques qui ne correspondent pas à la réalité. Donc pour apaiser les cheminots, quand on veut obtenir un accord, on leur explique qu'on va relancer le fret. Même si on sait qu'on est incapable de le relancer ou qu'aujourd'hui on a atteint, dans certains domaines, pas tous, mais probablement un chemin de non-retour au profit de la route. Quoi qu'il en soit, en 2020, dans 2 ans, la SNCF devra ouvrir ses lignes TGV à la concurrence et dans 5 ans, toutes ses autres lignes. Fini ce bien français, propriété des Français, terminé le magnifique monopole. C'est l'Europe qui veut ça. Ça résiste, ça fait peur. Pour les uns, c'est une régression. Pour les autres, un espoir. Bientôt, des trains allemands, italiens, polonais sillonneront la France. En tout cas, à la direction, comme chez les syndicats, on s'y prépare. Après Sciences Po et l'ENA, Guillaume Pépi débute sa carrière dans plusieurs cabinets ministériels, puis intègre la SNCF il y a déjà 30 ans en tant que directeur de cabinet du président de l'époque. Il se hisse à la tête du groupe il y a une dizaine d'années. Et pourquoi il n'y a rien en rouge? Si. Non, il n'y a aucun drapeau rouge. Ah, en drapeau. On n'en a pas. Mais ça nous est arrivé d'en avoir. Vraiment. Moi, je suis toujours un peu suspicieux quand il n'y a pas de drapeau rouge. Par exemple, tu demandes à un réseau où en sont ses plans d'avancement, tout est au vert. Tu dis, on doit rêver, ça ne doit pas être la même chose. C'est pas notre cas, on a de l'orange. Oui, l'orange. C'est du retard non critique. Il ne faut pas hésiter à mettre du rouge. Moi, je suis très, très Vous aimez le rouge à l'aise avec ce sujet-là. Par rapport à la concurrence, moi, j'ai du mal à me figurer, comme on dit, j'ai du mal à me figurer quel est le vrai état d'esprit du corps social, dans les régions. Moi, ce que j'entends le plus, c'est des gens qui, face à l'hypothèse qu'il y a un appel d'offres, se projettent déjà perdants. La première question, quand tu dis appel d'offres, c'est « et si on perd le marché ?» Ce que met en évidence l'arrivée prochaine de la concurrence, c'est ce que l'on redoute depuis toujours. L'idée que l'épopée du chemin de fer français puisse se terminer un jour. Premier remède, se diversifier. J'ai presque envie de dire, à charge constante pour les régions. Dis à pognon constant, ça sera plus pognon clair. constant, si on met l'argent là où on peut faire du trafic, en fait, sans 1 centime de plus, on est capable, a priori, d'amener 30 à 40% de voyageurs en plus. C'est ça le truc. Donc ça veut dire que ça pose vraiment clairement la question de la multimodalité, le bon mode au bon endroit. On ne raisonne pas en termes de service public, on raisonne en uniquement mode ferroviaire. Lancé dans une sorte de gigantesque monopoly, le groupe SNCF vend, achète, regroupe toutes sortes de filiales. Keolis, Geodis, Efia, Areb, Sistra, Ouigo, Ouibus, Oui SNCF. Oui, la SNCF est un groupe absolument monstrueux. Il y a à peu près autour de 900 filiales. Elle a beaucoup de filiales pour plusieurs raisons.
et deux raisons essentielles. La première, c'est qu'elle a choisi d'être, alors c'est contesté, un groupe de mobilité intermodale. Avec la SNCF a dit en gros, mon client, c'est un client qui veut bouger, ce n'est pas simplement un client du train. Et donc la SNCF est le premier opérateur routier de marchandises, comme vous le savez. La SNCF a des entreprises de covoiturage, comme vous le savez. Elle a beaucoup d'intérêt dans des entreprises de recherche, développement. Actuellement, elle a mis de l'argent aux États-Unis sur le projet Overloop d'Elon Musk pour essayer d'assurer l'avenir. Bref, elle a une volonté d'être un groupe majeur de mobilité et plus simplement un groupe de chemin de fer. Un projet de train roulant à 1000 km/h. Jusqu'à ce véhicule 100% autonome et électrique. Tout est bon pour être dans l'hypothétique vent de l'histoire. Les brigades de cheminots arpentant les voies pour assurer la maintenance ou surveiller l'état du matériel électrique vont progressivement disparaître. Avant, en effet, c'était des brigades, des agents à pied ou avec le temps équipés d'un certain nombre de moyens, mais c'était quand même essentiellement basé sur l'homme qui collectait ces données, qui les collectait dans un carnet et qui après prenait un certain nombre de dispositions derrière en fonction de ce qu'il avait pu constater. Maintenant, on va collecter les données par un certain nombre d'outils que sont le drone, mais aussi des capteurs sans fil. Tout ça va remonter en fait dans des centres de supervision pour après mettre en œuvre les actions de maintenance nécessaires en fonction des informations collectées. Ces filiales n'intègrent aucun cheminot. Les conducteurs de train, quant à eux, ne sont guère assurés d'un avenir radieux. Voilà, t'attends de franchir le signal. Et je te laisse aller observer ton train. Hop, on prise. Ok, on se penche. Tes lunettes. Ouais. Ok. Et du coup, j'attends la courbe. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Je vais refaire un coup. En effet, à quelques kilomètres de là, à Saint-Denis, au centre de la direction de l'innovation et de la recherche du groupe SNCF, on a de grands projets. Le ferroviaire pense que les trains de demain seront des trains autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire autonome ? Ça veut dire qu'ils seront en capacité de rouler sans être conduits par une personne humaine. Aujourd'hui, la façon de conduire de nos conducteurs est différente selon les conducteurs. Demain, quand on aura du train autonome, tous les mobiles réagiront exactement de la même façon. Limite d'accentuer ton repère de freinage et main sur le sifflet. Toi comme moi, pas envie d'avoir un accident aujourd'hui. Pour l'instant ça va, tu débutes, c'est nouveau, mais au long terme il faut savoir qu'il y a des réveils très tôt, qu'il y a contraintes familiales, et c'est vrai que les conducteurs, voilà, ils ont une vie un peu particulière, ça faut le savoir aussi. Guillaume Pépi arpente régulièrement le terrain, sondant le moral des troupes. Le malaise des cheminots est palpable. Des métiers changent, se transforment, disparaissent. Quant à Guillaume Pépi lui-même, il est sur un siège éjectable et il le sait très bien. C'est comme si vous le regardiez, ce passage. Exactement. Là, le train, oui, monsieur le Président, il est là. Le train, à l'heure actuelle, il va se déplacer. Et là, vous avez toute la partie commande de la signalisation du passage à niveau, les barrières, etc. D'accord. Et là, on est en lecture directe. Je pense que Guillaume Pépi est une personne extraordinaire. Il a le masque politique avec l'État français, il a un autre masque, il doit faire bonne figure avec Bruxelles, et j'aimerais pas être à sa place, parce que ça demande une certaine schizophrénie. Guillaume Pépi innove, change, imagine des nouveaux services, modifie les structures, mais la SNCF, d'une certaine façon, a du mal à le suivre, parce que a-t-il bien pris conscience que cette entreprise industrielle est bâtie sur des référentiels extrêmement lourds, extrêmement précieux, qui font la sécurité du modèle, qui font la qualité de sa production, et donc en changeant souvent,
en emmenant la SNCF toujours sur de nouveaux territoires de la mobilité et de l'innovation, il a peut-être pris un peu de court l'entreprise telle qu'elle est. Filiales, robots, prestataires divers et variés, certains ont le sentiment que l'entreprise ne sait plus comment elle s'appelle. Et les cheminots sont exclus à la fois des filiales de haute technologie et de celles au bas de l'échelle, comme le nettoyage par exemple. Les syndicats sont mobilisés. Les syndicats ont une force énorme à la SNCF. Et d'ailleurs, s'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnel en interne et tout, c'est justement pour évacuer le cheminot. On s'en est toujours méfié des cheminots. Privilégiés, vindicatifs, voire un peu fainéants et corporatistes, que n'a-t-on entendu sur les hommes du rail? Ils étaient 467 000 après-guerre et ne sont plus aujourd'hui que 162 000. Combien seront-ils l'année prochaine? Top chrono. On est souvent traité de nantis, de feignants. Et si on était autant privilégié que ça, ou autant... les gens se battraient entre guillemets pour rentrer dans notre entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas ça, que nos conditions de travail ne font plus rêver, que l'entreprise ne fait plus rêver, que nos métiers ne font plus rêver, ce que je trouve moi plutôt dommageable. Un vrai malaise peut parfois amener à exprimer des contre-vérités. En réalité, chaque année, la SNCF reçoit 200 000 candidatures spontanées. Je pense que ce gouvernement doit être destitué le plus rapidement possible et Macron renvoyé dans ses foyers. À la fête de l'humanité, périodiquement, le stand des cheminots se fait l'écho des inquiétudes sans cesse renouvelées. Parce qu'aujourd'hui, la SNCF est encore une entreprise à statut public, un EPIC, mais son fonctionnement est un fonctionnement de multinationale rapace, au même titre que les autres. Il y a aussi une masse financière dans ces entreprises publiques sur lesquelles les capitalistes veulent mettre la main. Alors le démantèlement, il est déjà en œuvre depuis un certain temps, et d'ailleurs c'est pour ça que les usagers constatent au quotidien qu'il y a une dégradation de la qualité du service public. Parce qu'en interne à la SNCF, on est déjà découpé entre activités et à l'intérieur des activités entre produits. Donc le fonctionnement des services les uns avec les autres se base sur des relations de clients-fournisseurs. On n'est plus sur un fonctionnement commun, dans un objectif commun de faire rouler le train. On est chacun dans son service à essayer d'organiser l'équilibre financier de son service, parfois au détriment des autres. Donc on a déjà un éclatement. Et évidemment, l'éclatement final, j'aurais tendance à dire, c'est la filialisation ou la sous-traitance. Et donc effectivement, on en est maintenant là, avec une externalisation de plus en plus importante des charges de travail, qui accroissent encore cette difficulté de production. Quand un cheminot vacille, doute, se fatigue, se révolte ou bien se recroqueville, il y a une adresse du côté de la gare du Nord. Au choix. Premier étage à droite, un cheminot électricien devenu psychanalyste. Et en face, un cheminot conducteur de train devenu syndicaliste. Cependant, rien n'interdit d'aller d'une porte à l'autre, voire même de s'éclipser. Ce sont toutes les personnes, managers, agents, qui viennent sur des questions du travail, sur les remaniements de postes, sur le changement de poste, sur les conséquences qu'a le travail sur la vie personnelle. Les conditions de travail des cheminots, elles découlent de 100 ans d'histoire, d'accidents, d'incidents, où on s'est rendu compte que, par exemple, entre deux trains, il fallait avoir tant de temps de repos. Qu'entre deux journées de service, quand on était chez soi ou quand on était en découché, parce que de temps en temps on ne dort pas chez nous, il fallait tant de temps de repos aussi. L'évolution du technique, du digital, de l'informatique provoque et pousse à une certaine forme de productivité. Et l'enjeu est comment permettre qu'il y ait toujours de l'humain, qu'il y ait toujours de la relation, et qu'on ne se cache pas derrière un ordinateur ou une tablette. Ah, 1107, ouais, c'est ça que t'as bien.
Par-delà ses échecs ou ses succès, ce qui frappe dans cette entreprise, c'est sa potentielle vulnérabilité. À tout instant, le pire peut arriver. Un accident, un incident, et ça déraille. Et pourtant, il est peu courant qu'un grand patron ait autant le sens de l'autodérision en s'amusant à citer une plaisanterie très en vogue dans l'entreprise. La SNCF est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'elle est parfois la meilleure. Récemment, en gare Montparnasse, de graves incidents ont mis en évidence la fragilité du système. Une panne d'aiguillage un jour, un problème informatique un autre, un grain de sable dans un flux tendu et tout l'édifice se bloque. Et les commentateurs de se déchaîner. Et tac, vivement la privatisation. Ce serait tellement mieux. Pourtant, penser que l'entreprise puisse un jour être vendue au premier privé venu, ça c'est impensable. Que l'on sorte d'un TER de banlieue, chaussé comme on est, ou encore de l'Eurostar de Londres, souliers pointus. Il est puissant l'attachement d'une majorité de Français à cette entreprise, même si bien souvent la révolte gronde. La numérotation des places, c'est un pervers qui a fait ça. Vous avez des 25, 26, 52, 53. Nord-sud ça va, Est-Ouest c'est la cata. C'est pas comme ça que j'imagine les missions et ni le mode de fonctionnement d'un service public. C'est assez cher quand même. C'est retard, des annulations. 60 €, c'est-à-dire 120 € l'aller-retour pour un week-end. Autant aller à Amsterdam en fait, en avion. C'est nul. C'est la catastrophe. Entre les Français et la SNCF, c'est une affaire très passionnelle. Les années passent et l'on entend toujours les mêmes reproches. Nul. Et puis une demi-heure pour avoir 36 renseignements différents. Et je paye, et là, tout le temps, des grèves. Monsieur, ça fait longtemps que vous attendez le train? Oh, ça fait déjà 1 heure. Qu'est-ce que vous pensez de la grève des cheminots, monsieur? Dans le pont, ils ont raison. Non, que les cheminots s'arrangent avec le gouvernement et ce qu'ils voudront, mais c'est toujours le public qui paye, et puis un point, c'est tout. Les plaintes se répètent d'hier à aujourd'hui. La tarification a toujours été un sujet qui fâche. Et vous dites que le chemin de fer est cher? Il n'est peut-être pas cher au kilomètre, mais n'empêche que quand on est plusieurs, ça fait une belle addition au guichet. Mais au contraire, mon frère, avec ses 4 enfants, a droit à une réduction de 40%. Ah, mais c'est que voilà, moi je ne suis pas famille nombreuse. Je pense que la SNCF de jadis est l'expression d'une sorte de nostalgie, comme la musique des années 50, les voitures des années 60, dont je suis un fou. Mais je dirais que le symbole, le fait marquant de cet apparent changement de la SNCF, c'est la disparition du prix au kilomètre. C'est-à-dire que dans un train, aujourd'hui, il n'y a pas 2 personnes qui payent le même tarif. Donc ça passe pour quelque chose d'extrêmement pervers vis-à-vis des usagers. On avait une tarification qui changeait le week-end, qui avait des trains rouges, enfin c'était quand même très frustre. Le faire train par train, ça c'était révolutionnaire. La révolution, c'est là que ça se passe. À la Défense se situent les salles du yield management. Nous sommes au cœur du libéralisme à la française. Le yield management, ou management du rendement, reste un sujet un peu tabou à la SNCF. Au-delà du yield strict, on a mis plein de mécanismes en fait, qui nous permettent d'aller chercher ces 100 millions de clients TGV chaque année. Donc c'est des gens très différents, qui ont des envies différentes, qui ont des besoins différents, des comportements d'achat différents et qui évoluent de manière différente. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de propositions en fait, pour chacun. Comme à la bourse, des traders, rivés à leurs ordinateurs, font fluctuer le prix des billets en fonction d'une multitude de paramètres. Y aura-t-il de la neige à Noël? Le concert des Rolling Stones à Lille est-il confirmé le 12? Et les prix de voguer et vogue la galère pour certains. La SNCF n'a de compte à rendre à personne. Depuis quelques mois, elle ne doit même plus soumettre formellement sa tarification à l'État. Donc c'est le dernier tabou qui est tombé. La SNCF fait ce qu'elle veut du point de vue des tarifs. Cet aveu-là, la SNCF n'est sans doute pas prête à l'avouer par l'image. C'est-à-dire que pour les Français, le TGV, c'est eux qui l'ont financé.
On est vraiment dans le système de EasyJet et Ryanair. Faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne voit pas ce qui est en jeu. Le modèle des managers SNCF, il est là. Pour moi, c'est clair. Et c'est le modèle que vous trouvez partout dans le monde. Mais qui est un modèle qui creuse entre celui qui est en bas et celui qui est en haut. Et d'ailleurs, dans la loi, il y a un article qui précise que SNCF ne veut rien dire d'autre que SNCF. C'est-à-dire, c'est un sigle qui ne se développe plus, qui ne veut plus dire ce qu'il dit à chacun d'entre nous, Société nationale des chemins de fer français, ce qui emporte des notions d'ailleurs de service public, des notions, je pense, très importantes pour chacun d'entre nous, et qui simplement devient une marque, parce que je crois qu'à l'international, ils veulent que SNCF soit un sigle commercial ou industriel qui soit là pour désigner des opérations dans lesquelles ils vont être candidats contre d'autres qui s'appellent Transdev, qui s'appellent, pour parler de groupes étrangers, Arriva par exemple. Enfin, et donc, je pense que le groupe souhaite un peu s'affranchir de cette histoire, et des résonances de cette histoire. Donc, fin d'un mythe, oui, pourquoi pas. Et je pense que c'est assumé d'une certaine façon par l'entreprise. Ce groupe, au départ principalement ferroviaire, principalement national, devient de plus en plus un groupe international. Et je vous dis 33% du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est-à-dire 11 milliards réalisés à l'étranger dans 120 pays, 50 000 collaborateurs à l'étranger. Demain, quand je dis demain, c'est dans 3, 4, 5 ans, la moitié du chiffre d'affaires sera opérée à l'international. Pour se développer internationalement, le groupe mise sur ses compétences en matière de mobilité. Sa maîtrise des foules et des flux vient de loin. Il fut une époque où le public était quelque peu livré à lui-même. Aujourd'hui, il n'en est rien. Une gare, c'est un bâtiment, mais c'est même un quartier de ville dans lequel nous, en France, on accueille tous les jours 10 millions de personnes. C'est absolument colossal. Si je prends une comparaison, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accueille 70 millions de personnes par an. C'est-à-dire que nous, le 7 janvier, nous avons vu passer autant de gens que Roissy-Charles de Gaulle en aura passé en toute l'année. Et donc c'est le défi qui est le nôtre. Je vais prendre des petits exemples. Quand on aménage une porte, elle va devoir être ouverte 10 000 fois par jour. La conception de nouvelles gares ouvre au groupe SNCF des marchés insoupçonnables. L'expertise va s'exporter et voilà le grand service public français construisant au Maghreb, au Moyen-Orient, au Qatar, en Iran et édifiant même des gares en Chine. Qui l'eût cru ? Certains guettent le danger de l'uniformisation. Les mêmes gares partout et dans le monde entier, les mêmes centres commerciaux avec les mêmes enseignes. Ce que nous faisons dans nos gares, c'est que nous cherchons à satisfaire le maximum de personnes. Et pour les satisfaire, en fait, il faut à la fois être capable d'apporter des marques qui vont avoir un côté rassurant. C'est pour certains d'entre nous, c'est rassurant de retrouver un pôle, qu'on va trouver à un endroit et à un autre, et de se dire que la marque à laquelle nous sommes habitués, on va la retrouver. Il est vrai que si Paul devient la boussole du monde occidental, il y a de quoi tirer le signal d'alarme. Le service public n'évoluerait pas comme il faudrait, ça tourne mal, le monde devient fou, les gares ne sont plus des gares. Benoît Dutertre écrit « Tout sent la marque et la mort dans cet espace aseptisé, où quelques balayeurs traquent le déchet, comme si la ville n'était plus qu'une vitrine de ville. Et la gare, une vitrine de gare. » On est vraiment au centre d'un débat qui est un débat politique, qui est au centre de nos affaires, qui est celui de la privatisation de l'économie. Une privatisation qui est d'autant plus forte en France qu'on était un pays à État fort, à politique publique forte, et que ce qui concerne le train était quelque part très symbolique de cette politique publique. Dans ce monde qui change, les usagers devenus clients vont-ils trouver leur place ? Qui sera gagnant ? Comment vivront les vaincus ? Les cheminots seront-ils bientôt rebaptisés collaborateurs, comme déjà se nomme le personnel des filiales ?
De nouveaux mythes vont-ils remplacer les anciens? Alors, où est la culture du cheminot et le mythe de Jean Gabin dans La Bête humaine? Il reste un trésor que nous voyons, si vous voulez, lorsqu'il y a des incidents, un trésor de compétences, de dévouement, de mobilisation, dont il faut espérer que la génération qui est maintenant, qui nous succède, saura maintenir cette flamme-là. Les cheminots partagent en tout cas une passion à vie, comme un secret d'enfance. Peu de salariés au monde portent un tel amour immodéré pour leur outil de travail. Les cheminots sont attachés à cette SNCF toute puissante, cette SNCF portée par l'État. C'est le service public dans son acception la plus forte. Mais il faut bien voir aujourd'hui que la grande famille cheminote, c'est un mythe qui n'existe plus. Un mythe qui n'existe plus. Comme la notion de service public devenue une offre soumise à conditions. La bataille du rail aujourd'hui est aussi une bataille d'images et de mots. Il n'a jamais été dit que la SNCF était un service public, je ne sais pas pourquoi, mais le législateur avait pris la précaution de dire que la SNCF était gérée selon les principes du service public, tout en ne lui reconnaissant pas la caractéristique de service public par nature. Et je ne sais pas ce que ça veut dire la question, est-ce que c'est toujours un service public ?